Salut les amis, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir et beaucoup de bien de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Emi pour cet épisode 132 qui s'annonce assez intéressant. Alors déjà, je tiens à m'excuser. Hier, j'ai pas fait de news concernant cette nouvelle assez fâcheuse, on va pas se mentir, sur l'augmentation des abonnements de PlayStation. Tout simplement, il y a deux raisons à ça. Déjà, la vidéo d'hier était déjà terminée en fait quand j'ai vu apparaître ça. Donc je ne pouvais pas tout reprendre. Et puis je vous cache pas que actuellement c'est un peu compliqué. Je vous annonce, j'ai ma mère qui a fait un AVC. Voilà. Donc évidemment tout est un petit peu chamboulé. J'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas trop la tête à ça. Je vous cache pas. Tout de même, ça fait du bien d'être là. Donc je continue, je lâche pas. Mais malheureusement, en ce qui concerne la hausse des abonnements PlayStation, bah, j'ai pas pu la traiter, j'étais pas focus vraiment sur les news, et quand je l'ai vu, ma vidéo était déjà terminée, déjà montée, et elle commençait à être uploadée sur YouTube. Donc voilà. D'ailleurs, les amis, vous pouvez me rejoindre, par exemple, sur Instagram. C'est, à mon sens, peut-être un peu plus facile pour communiquer en message privé et d'utiliser donc ce système pour m'annoncer, Chris, est-ce que tu as vu telle ou telle news, telle ou telle chose, est-ce que tu peux faire un focus dessus? Ça me dérange absolument pas, vraiment, bien au contraire, ça rejoint un petit peu cet esprit d'échange déjà qu'on a dans la zone de commentaires sur YouTube, là en message privé, c'est tout aussi bien et c'est même très pratique justement pour m'annoncer qu'il y a telle chose qui bouge ou une nouvelle news, un leak, des rumeurs. C'est avec plaisir qu'on peut échanger ensemble et donc je ferai mon maximum pour après traiter dessus. Les amis, je vous remercie vraiment pour votre soutien chaque jour. Là, on bascule sur les news. On ne perd pas plus de temps que ça et on démarre tout de suite l'épisode 132 des News Gaming. Les amis, allez, c'est parti. Alors, les amis, avec un petit peu de retard, on va aborder ce sujet fâcheux. Alors, un peu de retard parce que, tout simplement, quand j'ai vu cette news, qui n'est pas franchement très joyeuse, ma vidéo d'hier était déjà terminée, en fait. Il me manquait juste une chose, c'est l'uploader sur YouTube. Donc, je ne pouvais pas vraiment venir dessus. Et je me suis dit sur le moment, ben, c'est pas grave, on va attendre un tout petit peu, tu l'as fait demain. En plus de ça, ça va te permettre d'y réfléchir correctement, d'avoir ta propre lecture, ton opinion, ton avis sur le sujet. Donc, dans un sens, c'est un mal pour un bien. Alors, je vous cache pas, les amis, que oui, j'ai vu un petit peu des choses sur Internet pour préparer cette news, mais je n'ai vu aucune vidéo d'un YouTuber ou d'un autre sur le sujet. Donc, il est très probable, vraiment, parce que c'est pas quelque chose de très joyeux dont on va parler, il est donc très probable que mon avis, mon opinion, va ressembler très fortement à ce qu'a dit tel ou tel YouTuber. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on va parler d'une chose qui ne plaît pas à grand monde, on va pas se mentir, c'est les augmentations. Je connais peu de personnes qui disent « chouette, je vais payer un peu plus cher ce que je payais déjà avant pour exactement la même chose ». On avait vu il n'y a pas longtemps que Xbox avait décidé d'augmenter le prix de ses abonnements Game Pass. Ça avait fait grand bruit, mais tout de même assez contenu, parce que l'augmentation était elle-même assez contenue. En effet, c'était passé de 13 euros. Alors, je vais arrondir tous les prix annoncés au centime supérieur, parce qu'à chaque fois, ça se joue à 0,99. Donc au moins, comme ça, c'est clair. C'est donc passé pour le Game Pass Ultimate à 13 euros vers 15 euros. C'est une augmentation certes, mais assez contenue, et ça peut s'expliquer avec les coûts de production qui sont de plus en plus élevés. Maintenant, on va aborder le sujet de PlayStation, qui vient tout juste d'annoncer une augmentation qui, elle, par contre, commence à faire un petit peu grincer des dents. Alors oui, les productions de jeux, c'est pareil que pour Xbox, ça augmente, il faut de l'argent pour faire ça, sauf que là, l'augmentation, elle est un peu importante. On va le voir ensemble, les amis. Là, nous sommes sur le site de PlayStation et on a les abonnements au prix actuel. Il n'y a pas encore l'augmentation d'effectuer. Et on va commencer avec l'abonnement essentiel, celui de base, qui passe, et je vais seulement citer le prix pour les abonnements annuels, donc 12 mois, on passe de 60 euros à un peu plus cher, vraiment, et ça pique un petit peu. De 60 euros, on passe à 72, 71 et 99 centimes pour être un peu plus précis, mais comme je vous ai dit, on va arrondir au centime supérieur, donc ça passe de 60 euros à 72, de 60 euros à 72 euros, pardon, et on va basculer direct sur l'abonnement premium qui est, à mon avis, si ce n'est le plus
utilisé, le plus souscrit par les joueurs sur PlayStation, avec un abonnement qui passe donc de 120 € à 152. C'est une explosion, littéralement, d'un abonnement qui est très populaire. Comme je vous ai dit, le premium, à mon avis, c'est celui le plus utilisé et c'est celui qui en donne le plus, bien évidemment, avec tous les avantages. Mais passer tout de même de 120 à 152 €, ce n'est pas rien. Parce que, il ne faut pas l'oublier, hein, il n'y a pas que ça en fait qui augmente dans la vie d'aujourd'hui. On le voit tous les jours, la nourriture augmente, l'énergie augmente, les carburants augmentent. Entre nous, bientôt, ça va être plus intéressant de mettre du Chanel numéro 5 dans sa voiture que de l'essence. Ceux qui ont des parents, s'il y en a parmi vous, vous savez très bien qu'en ce moment, à la rentrée, ça pique un petit peu. Là, voir un abonnement pareil, je trouve que le timing est assez mal choisi par PlayStation. Ok, on peut augmenter quelque chose, mais peut-être pas de cette manière-là et surtout pas maintenant, pile poil à la rentrée. Parce que je vous signale que l'abonnement, c'est effectif le 6 septembre prochain. C'est bizarre, le même jour où sort Starfield. Du coup, là, Sony avait envie aussi d'aller dans les étoiles. Bah, ils ont mis le prix des abonnements dans l'espace, dans les étoiles. Ça pique un petit peu parce que oui, le timing est assez mal choisi. Et puis même la façon de communiquer est pas très bonne. Je vous ai dit il n'y a pas très très longtemps sur la chaîne que PlayStation a cette faculté unique. Alors, Nintendo aussi un petit peu, hein, mais PlayStation a vraiment cette faculté. Ils sont passés maîtres dans l'art de la communication, du marketing, de la publicité. Par exemple, là, on a eu droit à la Gamescom, et je vous avais dit hein, que Sony ne serait pas présent à la Gamescom. Il n'était pas présent à la Gamescom, mais malgré tout, on a énormément parlé de Sony. Tout simplement parce qu'ils ont sorti des news sur la PlayStation Portal, par exemple, avec beaucoup de news et beaucoup d'avis sur Internet, YouTube et tout. Du coup, on s'est mis à parler énormément de PlayStation, alors qu'ils n'étaient pas à la Gamescom. Ils ont cette faculté de se mettre en avant, ils ont ce timing fabuleux de la communication pour pouvoir capter la lumière sur eux et de faire parler d'eux au moment où on les attend le moins. Et ça, vraiment, je trouve que c'est une qualité fabuleuse, c'est absolument génial de leur côté, on ne peut pas leur enlever ça. Mais là, je trouve que c'est franchement très très mal choisi. Mal choisi parce que parler d'une augmentation, ok, mais une augmentation aussi importante au moment où, en tout cas en France, on dépense autant pour se nourrir, pour se chauffer, pour se déplacer avec la rentrée, c'est, excusez-moi, mais très 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 mal choisi. Très mal choisi. Et en plus de ça, on pourrait dire, bon d'accord, on augmente, pas de souci. J'ai pas, moi, à titre personnel, hein, je sais pas pour vous, j'ai pas de réel problème avec une quelconque augmentation. Du moment, et ça c'est très important, enfin je trouve, qu'on en a pour notre argent. C'est aussi simple que ça. Je paye plus cher, ok, mais qu'est-ce que j'ai en retour? Il faut contrebalancer la chose. Il faut que ça soit tout de même équilibré. Parce que me dire, tu vas payer plus cher, mais tu auras exactement la même chose qu'avant, là par contre, je suis pas trop fan en fait. Ça me dérange. Ça me dérange. Parmi vous, il y a peut-être des personnes, et franchement, tant mieux pour vous, j'en suis bien content. Vous n'avez pas de problème d'argent, une augmentation, ok, allez, c'est pas très grave. Mais il y en a pour qui chaque euro, c'est un peu compliqué. Et là, je trouve que ça va pas. Ça va pas en plus parce que si on regarde, et ça revient à ce que je venais tout juste de dire, on paye plus cher, ok, mais qu'est-ce qu'on a en retour? Qu'est-ce qu'on a en retour en fait? Les jeux du mois qui arrivent, c'est pas terrible en fait. C'est pas terrible. Il n'y a véritablement qu'un seul jeu qui est potable dans la liste des fameux 3 jeux mensuels. Et on va faire le point ensemble. Alors, un des jeux qui sera offert, entre guillemets, hein, parce qu'on paye l'abonnement, hein, donc il n'y a pas véritablement grand-chose de offert. Il y a Saints Row, ce jeu qui a changé beaucoup de choses dans sa nouvelle patte graphique surtout, qui, moi personnellement, je vous avoue les amis, je suis pas super fan avec toutes ces couleurs un peu criardes et tout ça. Je trouve que le virage pris par ce jeu n'est pas des plus agréables. Le jeu en lui-même est assez bon, en tout cas il a été assez apprécié par les joueurs, mais c'est vrai que cette nouvelle patte graphique, ce nouveau design, j'en suis pas très friand. Ça n'en fait pas un mauvais jeu, hein, attention, hein, il s'agit que d'un rendu de couleur, de certaines choses hein,
qui me correspondent pas à moi. Et comme vous le savez, je le dis souvent sur la chaîne, les goûts et les couleurs, c'est très très personnel. Mais tout de même, c'est l'un des meilleurs jeux qui est présenté pour ce mois-ci. Parce que il y en a deux autres dont peut-être un qui sera le meilleur en fait, des trois, c'est Black Desert Online, qui est pas trop mal, un jeu d'action qui permet pas mal de choses. C'est un jeu PvE, PvP, mais qui permet pas mal de choses dans son gameplay, notamment par exemple de la cuisine, la pêche, de l'artisanat, plein de choses, et y compris bien sûr le combat à grande échelle, parce que vous l'avez compris, il y a aussi du PvP. Donc ça reste pour moi le jeu peut-être le plus intéressant de ces trois-là, dans ces fameux 3 jeux mensuels. Celui-ci, graphiquement, au niveau de la technique, c'est dynamique, ça bouge pas trop mal, peut être considéré comme le meilleur de ces 3 jeux offerts, entre guillemets. Je vous rappelle, parce que bien évidemment, vous payez votre abonnement, donc en fait, il n'y a rien d'offert, ça c'est clair et net. Et le dernier, et c'est là que ça pique tout de même un petit peu, le dernier est un jeu, comment vous dire, là par contre c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce jeu qui s'appelle Génération 0 est sorti tout de même il y a pas mal de temps, c'était en 2019, donc seulement sur PS4. C'est un jeu de tir à la première personne, ce qu'il y a de plus basique, et malgré tout, il commence à accuser très sérieusement le poids des âges. Et puis à l'époque, les notes étaient pas folles. Les notes étaient pas folles, c'était aux alentours des 3, 4. Franchement, c'est pas génial, génial. Voir arriver ce genre de jeu sur le PlayStation Plus, pourquoi pas? C'est pas un problème. C'est comme tout en fait. C'est des choix marketing, des choix de timing surtout, qui font que ça ne va pas en fait avec ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. PlayStation a cette faculté vraiment folle de maîtriser le marketing, la communication, la publicité, sauf là. Sauf là, je comprends pas. Parce que mettre 3 jeux moyennas, dont un vraiment mauvais, en même temps, et en même temps annoncer l'augmentation de l'abonnement, qu'est-ce qui s'est passé chez PlayStation en fait? Parce que ces jeux-là auraient très bien pu être dilués avec d'autres vraiment bons jeux. On peut très bien mettre un bon jeu, un vrai triple A vraiment intéressant, et mettre 2 autres moyens, ou alors 2 bons jeux et un autre moyen, et diluer un petit peu ces 3 jeux dans la temporalité un petit peu plus tard, dans quelques mois. Ça aurait fait passer la pilule un petit peu plus facilement concernant cet abonnement avec son augmentation franchement assez sérieuse. Parce que là, j'ai clairement l'impression que PlayStation vous dit, écoutez, vous allez payer plus cher et vous aurez exactement la même chose qu'avant. Et en plus de ça, les jeux de ce mois-ci, pas terrible, terrible. Donc oui, là, ça me pose un souci. Je trouve ça vraiment dommage. Je vous l'ai dit, les jeux aujourd'hui coûtent cher à produire. Il y a des moyens techniques qui sont bien plus élevés qu'à l'époque. De plus en plus de monde. On en a parlé en plus récemment de certains jeux, par exemple Starfield qui a demandé beaucoup de monde, beaucoup d'argent. Et on le sait, il y a eu des révélations concernant le coût des budgets, par exemple de God of War et ainsi de suite. Ça coûte très 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 cher. Et pour alimenter tout ça, il faut produire de l'argent derrière. Les abonnements, c'est une des meilleures façons de produire cet argent. Sauf que l'augmenter et ne rien offrir en retour de plus, en rapport avec cette augmentation, là j'ai un souci. Véritablement, là ça me pose un vrai problème. Donc les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette augmentation sur les abonnements PlayStation Plus. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que pour vous finalement c'est pas si grave que ça et ça va. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 jeux qui sont offerts entre guillemets pour ce mois-ci, pour le PlayStation Plus? On peut discuter de tout ça, toujours en restant cool, c'est pas la peine de se mettre des gifles, ça c'est clair et net, on est là pour s'amuser, entre guillemets, discuter, échanger, partager. Donc dites-moi les amis, si ça vous choque ou pas. Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette politique de PlayStation? Ou est-ce que, même éventuellement, est-ce que vous serez capable de passer à la concurrence, ou alors même d'arrêter votre abonnement à cause de cette augmentation? Les amis, forcément, vous êtes au courant, sauf si vous étiez en période d'hibernation pendant vraiment longtemps. Le 6 septembre prochain, ça approche à grande vitesse, Starfield déboule un petit peu partout, en tout cas sur PC et sur console Xbox. Ce sera Day One sur Xbox. En plus de ça, un jeu qui s'annonce très ambitieux. Et pour marquer un petit peu le pas, Todd Howard a fait un mail, très grand mail, pour toutes les équipes de Bethesda, ZeniMax, pour Xbox, un petit peu un mail de remerciement
pour vraiment un peu remercier absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Un mail assez touchant d'ailleurs parce qu'il fait référence à une personne, Robert Altman, qui en 2021, cette personne est décédée. Et cette personne, c'était le cofondateur de ZeniMax. ZeniMax qui est la maison mère de Bethesda et qui forcément était au courant pour Starfield. Il avait dû en gros donner aussi son accord pour le lancement du projet Starfield. Et on va voir ensemble ce mail donc, qui fait référence à ce Robert Altman et puis à toutes les équipes de Bethesda, de ZeniMax et Xbox, avec un mail donc vraiment, vraiment touchant. Et je cite: j'ai frappé à la porte de Robert Altman. Vous avez quelques minutes? Bien sûr, lui répond Robert. Ça, c'était au début de l'année 2013. Nous étions en train de développer Fallout 4 et Skyrim connaissait toujours un énorme succès. J'étais là pour lui présenter notre prochain jeu. Et là, petite parenthèse, il fait référence à Starfield, en 2013. Il ne s'agirait pas d'une suite à nos jeux actuels, là il avait l'air inquiet, mais d'un grand RPG spatial et de notre première nouvelle franchise depuis plus de 25 ans. Là, il avait l'air curieux. Il s'intéressa à la création et la recherche de notre place dans l'univers. Vous explorerez la galaxie comme seuls les jeux vidéo peuvent le faire et il s'appellerait Starfield. Ça a l'air fantastique, lui a répondu Robert Altman. Robert serait le premier à croire en nous, quelle que soit la situation. Notre chemin vers la création de Starfield a été long et sinueux. Nous avons créé d'autres jeux en cours de route, Fallout 4, Skyrim SE, Fallout Shelter, Skyrim VR, Fallout 76, Skyrim à nouveau. Le cœur du développement de 2020 à 2023 a été marqué par d'énormes changements dans nos vies, une pandémie mondiale, le décès de Robert et l'intégration à Xbox. C'est incroyable d'être au moment où Starfield est enfin lancé cette année. Il n'existe que parce que tout le monde y a cru. Nous avons été soutenus pendant des années par tous les membres de ZeniMax, qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous remercions tout particulièrement nos équipes de publication qui ont cherché à créer non pas un simple jeu de plus, mais quelque chose qui capterait les esprits et inspirerait les joueurs du monde entier. Et à nos partenaires de l'assurance qualité qui ont eu la tâche difficile de tester un jeu où tout peut et va arriver. Merci à Jamie Leder et à nos équipes d'administration RH qui ont soutenu tout le monde pendant les années les plus difficiles auxquelles chacun d'entre nous a été confronté. Là, évidemment, il parle de la pandémie de décès de Altman. Il enchaîne en disant « Et bien sûr, il y a Phil Spencer. Son soutien à chaque jeu et à chaque joueur a été inébranlable et acharné. Rejoindre Xbox nous a rapprochés de tant de personnes avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 20 ans. Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit pour créer des jeux où la diversité des studios, des créateurs, des jeux peuvent s'épanouir. Ce soutien est venu de l'ensemble de l'équipe de direction de Xbox et de tous les domaines de l'édition du support au développement. Un merci spécial aux magiciens d'ATG dont les sorts et les incantations ont contribué à faire de ce jeu notre jeu le plus performant. Le plus important, c'est l'équipe avec laquelle je travaille chez Bethesda Game Studio. C'est une bénédiction incroyable d'être entouré chaque jour de tant de personnes talentueuses et inspirantes. Des moments comme celui-ci vous font réfléchir. Certains d'entre nous sont ensemble depuis des décennies, d'autres plus récemment, mais tout le monde a la même passion. Je ne pourrais pas être plus fier de leur dévouement continu à créer quelque chose de vraiment spécial. Enfin, un immense merci à vous tous au sein de la famille Xbox et Bethesda. Votre enthousiasme et vos encouragements comptent pour nous. La création de ce jeu a été l'une des expériences les plus stimulantes et passionnantes de notre carrière. Un voyage que nous n'oublierons jamais. Et alors que nous arrivons à la fin de ce chapitre, nous vous le transmettons. Chacun d'entre vous reçoit le jeu avec l'accès anticipé et peut commencer à jouer ce vendredi 1er septembre. Mais comme c'est une heure mondiale, vous pouvez réellement jouer jeudi soir. Merci à la Nouvelle-Zélande. Nous espérons que vous aurez la chance de jouer et que votre voyage sera aussi enrichissant que le nôtre. Tout le meilleur, Todd. C'est un mail très long, vraiment, et très important, limite touchant. On voit qu'il y avait énormément de pression, de fatigue. Enfin, ça se termine. Pas complètement, je vous l'ai dit plein de fois, il y a des équipes qui vont rester encore à travailler sur Starfield pour assurer, entre guillemets, le SAV, tout ce qui est bug, tous les différents patchs, c'est sûr qu'il y en aura petit à petit, avec aussi le contenu additionnel. D'ailleurs, les équipes de Starfield vont travailler avec les modeurs. Derrière, il y a même un logiciel spécial créé par Bethesda pour aider les modeurs à travailler et ajouter du contenu additionnel pour Starfield. Mais c'est vrai que là, on sent une sorte de pression qui se relâche et ce mail est assez touchant, très transparent, où il remercie absolument tout le monde
Xbox, Phil Spencer, ZeniMax, Bethesda, bien sûr son ami disparu en 2021, Robert Altman, hein, l'ancien cofondateur de ZeniMax, la maison mère de Bethesda, avec qui il avait un rapport très très courtois, amical, et avec qui il avait discuté de Starfield, et c'est là vraiment qu'est né le projet Starfield. Ça commence à dater, c'était en 2013 où il avait discuté avec Robert Altman. Donc on voit bien que cette pression commence doucement à retomber, mais ça, c'était seulement la pression du développement, parce qu'il y en a une autre maintenant qui va être peut-être même encore plus forte. C'est la pression, est-ce que ce jeu va plaire? Est-ce que ce jeu va fonctionner? Est-ce qu'il va bien se vendre? Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Parce qu'un projet aussi ambitieux, qui était dans la tête complètement folle de Todd Howard et de ses amis depuis à peu près 25 ans, qui est dans cette entreprise de développement depuis tant d'années, avec tout ce qui s'est passé autour, hein. Il a parlé de la pandémie, il a parlé du décès de son ami, mais là il y a tout plein de choses qui sont incluses dedans en fait. Il y a aussi l'esprit de Robert Altman qui est dans ce jeu. Donc oui, il y a une énorme pression, entre guillemets, hein, j'ai presque envie de dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils ne peuvent pas se louper, c'est pas possible, que ce soit pour Bethesda ou pour Xbox, c'est un jeu beaucoup trop ambitieux, avec, en plus de ça, hein, est-ce que c'est bien ou pas, beaucoup de choses qui ont été déclarées, certes, pour faire monter la hype, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que ça a été trop dit? Est-ce que ça a été trop mis en avant? Est-ce que ça va pas leur retomber dessus? On verra. Toujours est-il que l'embargo, pardon, je cherchais les mots, est en train de se terminer bientôt, au moment où je prépare cette vidéo. Du coup, les avis, les tests vont popper. Vous serez en train de les voir au moment où la vidéo est terminée. Donc, on verra ce qu'il en est. En tout cas, c'était une énorme et belle aventure chez Bethesda. Maintenant, ils vont passer à autre chose qui est aussi très attendue, et très bientôt, on en parle sur la chaîne. Les amis, je viens tout juste de vous dire qu'on allait aborder un autre jeu qui est aussi en développement chez Bethesda, et franchement un jeu qui est très attendu et qui normalement était en développement depuis bien longtemps. Vous voyez où je veux en venir? On va évidemment parler du cas de The Elder Scrolls 6, un jeu, s'il est très attendu, celui-là en fait partie, hein, ça c'est clair, hein. Avec un trailer qui avait l'air plutôt sympa, qui met assez vite l'eau à la bouche, mais qui montre pas grand chose. Ce jeu est donc en développement depuis très longtemps, ou plutôt en pré-développement. Mais les choses bougent enfin. Oui, The Elder Scrolls 6 commence véritablement maintenant son développement actif. Je vous en avais parlé, les équipes de Bethesda étaient très occupées par Starfield. Le jeu, le méga jeu, la grosse production de Bethesda prenait véritablement toutes les ressources en fait, hein, du studio, les ressources humaines, les ressources techniques. C'était vraiment très compliqué de passer à autre chose. Et donc en gros, hein, pour résumer, The Elder Scrolls 6 était en pause. C'est aussi simple que ça, les équipes ne pouvaient pas vraiment travailler dessus. Mais enfin, c'est terminé, les choses bougent, et un certain Pete Hines, je vous avais parlé de ce monsieur il n'y a pas très longtemps, c'est lui qui avait déclaré qu'il avait déjà fait 150-160 heures sur Starfield, mais qu'il n'avait toujours pas terminé la quête principale. En fait, il a répondu à des journalistes concernant le développement de The Elder Scrolls 6 en disant, et je cite, « Nous avons concentré toutes nos ressources pour rendre Starfield le meilleur possible. Et oui, il y a des gens qui travaillent sur The Elder Scrolls 6, mais c'est Starfield que le studio se concentre actuellement. Donc non, à aucun moment vous n'entendrez parler de The Elder Scrolls 6 pour le moment. Starfield est notre priorité pour le moment, et cela va rester notre priorité pendant un certain temps avant de parler d'autre chose. » Mais oui, il a confirmé que le développement sérieux, hein, effectif, reprend sur The Elder Scrolls 6. Mais comme il vient de l'expliquer avec sa prise de parole, évidemment, Starfield mobilise encore pas mal de monde parce qu'il y a des gestions de bugs, il y a des patchs à faire, il y a le contenu additionnel, des DLC qui vont arriver, plein de choses autour de Starfield, plus bien évidemment le côté marketing et tout ça. Donc là, pour l'instant, et pendant longtemps, hein, The Elder Scrolls 6 ne fera pas partie des grosses news. Et d'ailleurs, Phil Spencer l'avait déclaré, qu'on n'est pas prêt véritablement de voir arriver le jeu. Il avait parlé de l'année 2028. Donc entre nous les amis, à mon avis, hein, The Elder Scrolls 6 sera là même pour la prochaine génération de machines. C'est pas vraiment tout de suite, hein. Donc on a le temps, toujours est-il
que le développement va reprendre très bientôt, ou alors semble même avoir repris le développement effectif, hein. C'était en pré-production avant, avec surtout les idées à mettre en place, tout ce qui est scénario, le côté narratif et tout ça. Là, le développement tel qu'on le sous-entend commence véritablement pour The Elder Scrolls 6. On verra vraiment ce qu'il en est, parce que comme je vous le disais, c'est pas tout de suite, hein. Phil Spencer avait déclaré 2028, là on a vu avec Pete Hines qui a dit « Oulala, attention, oui, le développement a repris », mais des nouvelles sur The Elder, c'est pas maintenant, hein. Là pour l'instant, ça sera encore et pendant un petit moment que Starfield aura le devant de la scène. Toujours est-il que des équipes commencent à basculer sur le développement de Elder Scrolls 6, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça faisait un moment, hein, franchement, que le jeu était plus ou moins en attente chez Bethesda. Les amis, on va parler d'un jeu qui lui aussi se fait attendre, et ça depuis longtemps, vraiment longtemps. On va faire un petit tour du côté des Français de Ubisoft. On le sait, Ubisoft traverse une période assez compliquée, même si j'ai l'impression que ça s'améliore vraiment, et ça, c'est une très très bonne chose. Mais n'empêche qu'au sein de l'éditeur français, il y a des jeux qui ont du mal vraiment à passer le cap et d'aller vers la sortie. Par exemple, Skull and Bones, ça fait des années qu'on attend ce jeu. Ubisoft a véritablement du mal à terminer correctement le jeu. J'ai l'impression qu'ils sont sur la bonne voie, mais c'est pas sorti d'affaire. Mais là, on va pas parler de ce titre, on va parler d'un autre jeu de chez Ubisoft qui est très attendu, et ça depuis très très longtemps. Par exemple, la vidéo que vous voyez actuellement date de 2018. C'était à l'E3, le salon mythique du jeu vidéo de Los Angeles. Et ce titre, vous le reconnaissez maintenant, hein, c'est Beyond Good and Evil 2, qui franchement se fait monstrueusement attendre, et depuis très très longtemps. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi en fait, il y a d'autant de difficultés chez Ubisoft pour avancer dans le développement de ce jeu, pour pouvoir préparer sa sortie et tout ça. Alors oui, heureusement, l'éditeur français a d'autres titres en route. Il y a les nouveaux Assassin's Creed, par exemple. Il y a The Crew Motorfest qui arrive aussi. Mais tout de même, on parle de 2018. On parle de l'E3. Ça commence véritablement à être très très long. Mais les choses pourraient bouger. Alors, peut-être pas spécialement pour Beyond Good and Evil 2, mais pour un possible remaster d'un autre Beyond Good and Evil, avec quelque chose qui semble assez intéressant. Les amis, on voit ça ensemble, parce qu'en fait, ça se passe sur Twitter, avec ici un tweetos qui montre, et là c'est en espagnol, qui montre une fiche d'un marchand, Best Buy, je pense que vous connaissez, qui montre très très clairement la fiche ESRB du jeu. Le ESRB, hein, c'est l'organisme qui classifie les jeux en fonction, par exemple, du contenu violent ou autre, pour les enfants. Et généralement, quand un jeu passe cette classification, la sortie n'est pas loin. Et on y voit la mention donc de Best Buy, on y voit aussi par exemple Walmart, Amazon, GameStop, bref, toutes les plateformes traditionnelles, entre guillemets, de vente où évidemment on trouve du jeu vidéo. On y voit très très bien la mention du titre, Beyond Good and Evil, l'édition 20e anniversaire. Donc oui, il est très probable qu'Ubisoft cède un petit peu à cette mode du remake, du remaster du jeu. On ne sait pas encore vraiment ce qu'il en est. Il est très probable, je ne vous cache pas, qu'il est possible que ce soit juste un Beyond Good and Evil HD. Tout simplement, une espèce de portage, comme c'est le cas très très souvent actuellement, sur console et PC, en mode HD, avec des graphismes légèrement revus et corrigé, remis au goût du jour, parce que je rappelle que le jeu commence à dater un petit peu. C'était en 2011, à l'époque c'était sur PS3, sur Xbox 360. Donc s'il arrive en mode remasterisation HD, on verra vraiment si ça vaut le coup. Mais voilà, ça bouge un petit peu aux côtés de cette licence assez appréciée par les fans chez Ubisoft. À voir maintenant pour la suite, parce que oui, un remaster, allez, j'ai envie de dire encore un autre, mais pourquoi pas. Mais on attend vraiment des nouvelles de Beyond Good and Evil 2. Là, c'est pas demain la veille, à mon avis, parce qu'ils doivent déjà sortir tous les titres qui arrivent. Il va falloir gérer tout ça. Le service après-vente aussi, parce qu'on est chez Ubisoft. Là, il y aura pas mal de patchs et autres corrections de bugs. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, il y a aussi le cas Skull and Bones. Hein, je vous l'ai dit au tout début. Celui-là, il va falloir le sortir un jour ou l'autre. Ça, c'est clair et net. Parce que ça commence à faire long. Alors, il y a eu des phases de bêta, des démos, qui tendent un petit peu à montrer que quelque chose est en train de se passer autour de Skull and Bones. Ça a l'air vraiment pas mauvais, franchement.
Et j'ai vraiment envie d'y croire, ne serait-ce que pour les équipes d'Ubisoft. Ça serait vraiment très très bien pour elles d'arriver au moins à leur fin pour ce titre. Et je pense qu'une fois cette énorme tempête passée de Skull and Bones, ils vont véritablement basculer sur le travail de Beyond Good and Evil 2. Et là-dessus, bah, évidemment, on se tient au courant les amis sur la chaîne dès qu'il y a quelque chose de sérieux. Autre jeu qui fait parler de lui, qui est très attendu, qui normalement devrait arriver début de l'année 2024 et qui fait parler de lui une fois encore, décidément, par le biais de Best Buy, avec une fiche d'un jeu qui vient tout juste d'apparaître sur le marchand en ligne qui montre, eh bien, en gros, hein, l'affiche du jeu. Vous allez le reconnaître très très vite. Oui, on voit en haut à gauche Midgard. Il s'agit de Final Fantasy VII Rebirth Remake 2. Avec en plus de ça, la fiche contient le synopsis du jeu. Donc là, plus aucun doute n'est permis. La fiche dit que les héros se sont échappés de la ville dystopique de Midgard et sont maintenant à la poursuite de Sephiroth, l'épéiste vengeur du passé de Cloud que l'on croyait mort. Donc là, il n'y a aucun doute possible. Le jeu devrait rapidement arriver. Alors Square Enix n'a pas encore confirmé. Toujours est-il que cette fiche montre bien le jeu avec le prix de 69,99€ sur PS5. C'est pour en gros la précommande. On risque d'avoir d'ailleurs quelque chose assez prochainement, tout simplement parce que du 21 au 24 septembre prochain, c'est bientôt, il y a le Tokyo Game Show. Il est très probable que Square Enix profite de l'événement japonais pour pouvoir dévoiler, annoncer quelque chose officiellement au niveau de la date de sortie de ce titre qui est très attendu par les fans. En tout cas, Best Buy a déjà mis l'affiche en ligne pour la précommande. On verra un petit peu, mais c'est possible que Square Enix profite donc de la fête japonaise du jeu vidéo pour pouvoir en dévoiler beaucoup plus sur le jeu, peut-être du gameplay, une nouvelle fois, et aussi sa date officielle de lancement, et pourquoi pas même autre chose, parce que on le sait, on a appris très très récemment, Square Enix se remet à travailler avec Xbox. Ça, c'est une véritablement très très bonne nouvelle pour les géants américains et pour les fans et joueurs sur console Xbox. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le même jeu sur console Xbox ou un autre? On ne sait pas, mais il y avait des rumeurs. On en avait parlé très récemment sur la chaîne concernant d'autres titres qui pourraient arriver sur console Xbox. Donc tout ça, on saura bientôt. Du 21 septembre au 24 septembre, ce sera le Tokyo Game Show. Et en tout cas, Final Fantasy VII Remake 2, Rebirth, ça c'est sûr, il fera partie de la fête. Lego 2K Drive est sorti il n'y a pas très très longtemps, c'était au mois de mai dernier. Ce jeu qui est en gros un concurrent de Mario Kart mais à la sauce Lego est plutôt très réussi. Il a reçu un bel accueil de par les joueurs et la presse. Franchement, il est très intéressant, drôle, fun, bourré de petits détails. C'est un vrai plaisir. Et bien vous savez quoi, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'essayer, ou de la voir, eh ben, il y a une offre actuellement qui est très très intéressante. Il faut savoir que du 31 août, c'est-à-dire en gros depuis hier jusqu'au 3 septembre, vous pourrez jouer gratuitement sur console Xbox et sur PC via Steam. Un tout petit peu plus tard, du 7 septembre au 11 septembre, ce sera la même chose mais sur PlayStation. Et ce qui est vraiment bien, c'est que oui, c'est gratuit, mais en plus de ça, c'est le jeu complet. Vous n'avez pas de limite dans son contenu. Le jeu est complètement ouvert et gratuit pour un essai. C'est une belle idée, vraiment, pour pouvoir se donner un bel avis personnel sur le jeu et pourquoi pas passer le pas en passant par la case achat. À noter, et ça par contre, c'est un peu moins drôle, qu'il n'y a pas d'offre de ce type de prévu pour console Nintendo Switch. C'est franchement dommage parce que comme je disais, c'est un bon moyen franchement, et puis c'est à noter parce que ça arrive bien rarement de se faire une belle idée sur un jeu qui en plus de ça est pas mauvais du tout. Et pourquoi pas se l'offrir un petit peu plus tard, les fêtes approchent, ça pourrait être une assez bonne idée. On le sait, CD Projekt est en train de commencer à travailler sur une nouvelle trilogie du jeu The Witcher qui véritablement va être très très attendue par les fans. On sait aujourd'hui que CD Projekt commence à allouer pas mal de monde sur le développement du premier de cette trilogie, Polaris, avec une équipe qui commence à être vraiment de plus en plus étoffée, avec aujourd'hui 250 développeurs qui véritablement travaillent déjà sur The Witcher Polaris. C'est pas rien du tout, 250 personnes, on apprend des choses très très intéressantes.
avec la prise de parole du PDG de CD Projekt, qui a déclaré des choses vraiment très intéressantes, et je cite: à la fin du mois de juillet, l'équipe de Phantom Liberty travaillant sur la phase de pré-lancement comptait 300 personnes. C'est moins qu'à la fin de 2022, mais c'est toujours notre plus grande équipe. D'autre part, l'équipe de Polaris est passée à près de 260 développeurs à la fin du mois de juillet. Après la sortie de Phantom Liberty, nous transférerons une grande partie de l'équipe sur Polaris. Donc là, il déclare très très clairement les choses. C'est qu'au jour d'aujourd'hui encore sur CD Projekt, chez CD Projekt, le jeu qui mobilise le plus de monde, bah, c'est ce DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Vous le savez, le DLC arrive très bientôt, mais encore au jour d'aujourd'hui, les développeurs travaillent dessus pour finaliser véritablement la chose, pour régler des bugs, et puis bien évidemment, il y aura très probablement des petits patchs à venir derrière. Donc oui, les équipes sont encore un petit peu dessus, mais tout de même, il y a déjà pas mal de monde qui a basculé sur le premier de la trilogie du nouveau The Witcher, Polaris, avec en plus de ça une image qui a été dévoilée par CD Projekt, qui montre véritablement où en sont les équipes. Et on voit que depuis le 30 juin 2022, cette petite couleur là, un peu bleu, très 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 claire, presque turquoise, ça en gros, c'est le nombre de personnes qui travaillent sur The Witcher Polaris. Et on voit donc que depuis le 30 juin, que le nombre de personnes ne cesse d'augmenter et qui arrive maintenant aujourd'hui à presque égalité avec la grande partie bleu ciel, qui est, vous l'avez compris, Phantom Liberty, le DLC de Cyberpunk 2077. Il l'a déclaré, le PDG de CD Projekt, qu'aujourd'hui, eh bien, l'équipe compte encore plus de 200 personnes, hein, avec presque 300 personnes, c'était là maintenant, à la fin du mois de juillet dernier, mais le jeu The Witcher Polaris compte déjà 260 personnes, donc on arrive quasiment à une parité entre Phantom Liberty, à gauche ici en bleu ciel, et le premier de cette nouvelle trilogie de The Witcher, Polaris. Donc c'est dire un petit peu l'importance que le projet a chez CD Projekt, et comme il l'a déclaré, quand le Phantom Liberty sortira véritablement, la majorité des personnes, sauf ceux bien évidemment pour suivre un petit peu la continuité de tout ce qui est SAV et autres, la majorité des développeurs vont basculer sur Polaris pour pouvoir lancer à grande vitesse le développement du jeu. Mais attention, quand je dis grande vitesse, ça ne veut pas dire que le jeu va sortir dans un an ou deux, parce que à mon avis, on a parlé tout à l'heure, hein, d'ailleurs c'est assez intéressant, de The Elder Scrolls 6, dont on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il sortira, mais vraiment il va falloir se montrer patient. À mon avis, pour le premier de cette nouvelle trilogie de The Witcher, il va falloir faire preuve de la même patience, au moins, parce qu'on sait ce sont des jeux très ambitieux, on se souvient des derniers, c'était complètement fou. Donc là, avec les nouvelles technologies, et d'ailleurs en parlant de ça, CD Projekt abandonne son moteur graphique interne, Red Engine, pour basculer sur, vous l'avez compris, l'Unreal Engine de Epic Games pour le développement de cette nouvelle trilogie, dont le tout premier, Polaris. Voilà, c'est terminé pour cet épisode 132 des News Gaming. Évidemment, les amis, comme d'habitude, j'ai adoré préparer tout ça pour vous, présenter tout ça pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les pouces, les partages, les commentaires aussi, si vous n'avez pas encore rejoint l'aventure. Franchement, déjà, c'est une énorme erreur. Si vraiment vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Faites un tour dans la zone de commentaires, vous verrez. Les abonnés ici sont vraiment au top du top. D'ailleurs, je vous remercierai jamais assez. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en cliquant sur le bouton abonner. On vous accueille à bras ouverts. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous, véritablement, c'est très important. N'oubliez pas de vous amuser, ça aussi c'est très important. Et je vous dis à très bientôt, très vite, pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.